Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. À chaque fois, je dis que c'est toujours une émission un petit peu plus exceptionnelle que la précédente. Et aujourd'hui, ça ne fera pas exception, puisque j'ai l'immense plaisir, l'honneur de recevoir Thierry Mordet. Bonjour Thierry, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Et l'honneur, il est pour moi de m'accueillir ici et puis de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait et puis d'une passion commune, quoi, les comics. C'est ça, tout à fait. Le principe de cette émission, comme on a pu en parler déjà, et puis les gens qui me suivent ont un petit peu l'habitude, c'est toujours d'essayer d'avoir des invités, déjà que j'aime bien. Hein, je le répète à chaque fois parce que si c'est des gens que j'aime pas, j'avoue que je les invite pas trop, tu vois. Mais et puis d'essayer de mettre en valeur à la fois leur parcours beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel au niveau, voilà, leur parcours de lecteur de comics. Et puis quand on a des cas un petit peu particuliers comme le tien, puisque tu travailles dans ce secteur, essayer de te tirer les verres du nez, d'avoir quelques petites anecdotes sur les coulisses. Et puis voilà. J'ai cette chance, effectivement, de pouvoir avoir lié, il y a maintenant pas mal d'années, plus de 2 décennies, en fait, même, ma passion, en fait, une de mes passions, et puis mon job, donc c'est un bonheur de tous les jours. Oui. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, ou qui ne connaîtraient pas forcément l'étendue de ton parcours, parce que gros bosseur, Thierry, on peut le dire très Jamais clairement. assez. Jamais assez, mais quand même, un Non. gros bosseur. Si je me trompe pas, tu as commencé il y a plusieurs années, comme tu l'as dit, il y a plusieurs décennies, aux éditions Betty, si je dis pas de bêtises. Oui, pour ce qui est du parcours professionnel, oui. Maintenant, Ah ça oui, remonte après, un peu avant. J'ai grenouillé dans quelques fanzines avant ça, puisque je faisais partie de l'équipe de Skers pendant tout à fait. de longues années. J'ai même continué, et de temps en temps, j'aime bien, et puis je continue à suivre, de toute façon, aujourd'hui, le travail de Xavier, qui fait un travail formidable sur Xavier Ancel, sur Skers. Donc, je le salue au passage, quoi. Et Et j'ai eu le plaisir de le recevoir ici il y a quelques temps. exactement. Ouais, tout à fait. Et qu'on embrasse. Et puis j'ai collaboré avec l'Inédit également, qui était un autre fanzine. Enfin, puis je me suis un peu toujours intéressé à ça, quoi, tout simplement. Mais effectivement, Et premier pas en termes de professionnalisation dans ce registre, oui, c'était en collaboration avec Didier Passamanique chez Betty. Et après, si mes infos sont bonnes, mais je n'en doute pas, je crois que tu as travaillé comme rédacteur freelance du côté de chez Panini. Oui, c'était en Euh, fait concomitamment à ma présence en tant que rédacteur chez Betty, et je le dois aussi à Jean-Paul Genquin, que je salue ici, hein, qui est quelqu'un qui à la fois m'a accueilli au sein de l'équipe de Skers à l'époque. On continue à se voir de temps en temps, pas assez souvent, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, la culture extraordinaire dans ce registre-là. Excellent traducteur qui plus est, et voilà, donc c'est grâce à lui aussi que je suis arrivé chez Betty, et puis chez Panini également. Donc j'ai collaboré au tout début de Panini, en fait à la fin des années 90, en m'occupant notamment de certains de leurs magazines en tant que rédacteur. C'était Hulk, je crois, Marvel le magazine, et puis Kaboom, peut-être. oui, oui. Et tu vois, ils sont. Alors, tu peux pas les voir, ils sont un petit peu plus hauts. Ils sont là, les Hulk. Voilà, avec la petite présence de Thierry Mornay à l'intérieur. Ce Mm. qui, forcément, pour moi, étant donné que Hulk est mon personnage fétiche depuis des années, Voilà. ça me fait un petit quelque chose de me dire, putain, le mec qui a bossé sur Hulk il y a 20 ans, je l'ai aujourd'hui en inter. Incroyable, incroyable. Ouais. Tu sais, Si- comme disait Pierre Dac notamment, hein, sur le plus beau des trônes de la Terre, on n'est jamais assis que sur son cul. Et ça signifie qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient. Et c'est simplement, on est des gens normaux. Hein, voilà. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bien le. Enfin, je sais pas. S'il y a des gens qui se disent, mais pourquoi on fait des vidéos, ce genre d'émissions, c'est pour aussi ce genre de petites émotions. Tu vois, tu te dis, putain, c'est fou quand même. Comme, c'est génial. C'est un privilège. C'est vraiment super. Voilà, c'est très gentil, merci beaucoup. Mais bon, c'est le Euh, privilège pour moi, merci beaucoup. et ensuite, tu as travaillé chez Semic dans le développement de catalogue, si je dis pas de Oui, bêtises. Même si je bah, ne sais pas très bien oui, ce que tout ça à veut fait. dire. Si, moi, en fait, oui, j'ai développé le catalogue là-bas tout simplement parce que j'ai été contacté grâce en fait à mon boulot dans Skers par quelqu'un de l'équipe CEMIC à l'époque. Et
CEMIC, c'est la structure initialement qui avait repris les éditions Lug au début des années 90, et arrivé à la fin des années 90, il y a encore eu un changement de propriétaire, même si le nom commercial CEMIC est resté en place. Et c'était une structure, enfin les gens qui avaient racheté CEMIC à ce moment-là, en gros, connaissaient absolument rien aux comics, pour faire très simple. Et ils ont vu que j'avais l'air à peu près de savoir de quoi je parlais avec Scarce, ils m'ont contacté, j'ai mis trois quarts de seconde, je pense, à dire oui à leur offre de job. Ensuite, j'ai mis 3-4 jours à le dire à ma femme, parce que je quittais un job extrêmement bien rémunéré dans un autre registre, mais qui ne m'éclatait pas. Et voilà, puis après, voilà, ça fait 20 ans maintenant que ça dure, et j'en suis ravi, parce que c'est un bonheur quotidien, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, je suis arrivé pour dépoussiérer, reprendre, structurer ce catalogue, développer, acheter d'autres licences, les adapter en français, et puis notamment amener un peu de création à travers les petits formats qui subsistaient encore à l'époque, qui étaient Kiwi, Rodeo, Zambla, ce genre de choses. Et puis parallèlement à ça, je dirais faire passer, comme ça avait été le cas pour d'autres éditeurs avant nous, mais notamment Édition USA, puis c'est l'occasion de saluer Ferchid Maroucha, qui est un peu mon mentor dans ce domaine d'activité, avec le magazine spécial USA, avec les collections d'albums. Et en fait, quand je suis arrivé chez CEMIC, un des trucs que l'on a fait, un des trucs dont je suis assez content et fier avec l'équipe avec laquelle je collaborais à l'époque, qui sont des gens qu'on pourrait être amené à citer, parce qu'on les retrouve aujourd'hui, que ce soit Alex Nikolavitch, Jean-Marc Lenné, Moscoaï, Jean-François Porchereau, voilà, toute l'équipe avec laquelle j'ai pu collaborer à l'époque et que j'avais recruté pour les besoins de la cause. On a fait passer par exemple les comics en librairie avec la collection Semic Books, c'était un truc sympa. Et puis pas mal de créations, pas mal de jeunes auteurs à qui on a permis de faire leurs premières armes aussi, que ce soit les frères Perru à l'époque, que ce soit Stéphane Louis aujourd'hui, qui travaille dans d'autres registres. Enfin, bon, ils sont trop nombreux pour tous les citer, Alexis Briclot. On a fait plein de choses avec ces jeunes auteurs à l'époque, et qui sont aujourd'hui des gens confirmés dans le domaine ou de l'anime, ou du character design, ou de la BD, tout simplement, quoi. Et en 2004, si je te dis pas de bêtises, fin 2004, du coup, tu quittes CEMIC et tu deviens responsable éditorial chez Delcourt pour toute la partie comics. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai été libéré de mes obligations, sans rentrer dans trop de détails, à la toute fin de l'année 2004. Ça se passait assez mal depuis quelques mois avec la direction de CEMIC. On n'était pas, on va dire, très d'accord, sans rentrer dans plus de détails, sur la manière de procéder, sur la manière d'avancer sur ce job. Et puis, quand j'ai fait savoir que j'étais disponible, j'ai été contacté par les équipes de Guy Delcourt, et puis je collabore avec Guy pour la partie comics maintenant depuis 17 ans, je crois. Donc c'est une histoire qui a duré, quoi. Et on a envie de dire, bonne pioche, Guy. Très bonne idée. Il y a des recrutements qui sont plus malheureux que celui-là, on peut se le dire bien tranquillement, parce que derrière... Je suis ravi de collaborer avec Guy sur cette partie-là du catalogue. Pareil, mon job a consisté dès le début à reprendre un peu en main uniquement cette partie du catalogue, qui consistait à acheter des licences et des séries aux États-Unis pour ensuite les adapter. Et puis j'ai le plaisir d'animer ce catalogue depuis maintenant de nombreuses années, et ça continue, et c'est pas prêt de s'arrêter, et j'en suis toujours positivement ravi, quoi. Et du coup, ce qui m'amène peut-être à une première question avant d'évoquer la suite de ton parcours. Comment on fait pour garder la flamme, la passion en fait après toutes ces années, et comment on réussit à faire coïncider, parce que c'est pas forcément toujours évident, une passion et un métier professionnel. Il y a des gens qui sont déçus d'avoir un métier passion. Ah oui, possiblement, parce que certaines personnes peut-être se lassent, tout simplement. Moi, je lis de la bande dessinée et des comics depuis que je suis minot, depuis que j'ai une dizaine d'années. Ça m'a jamais vraiment quitté. Ma femme pourrait en parler, mais c'est très envahissant comme passion. Je vois qu'il y a des étages à bien remplir aussi. En l'occurrence, comment on fait? On le fait en travaillant avec des gens qu'on aime bien. Voilà, tout simplement. Que ce soit des gens avec qui on collabore en interne, ça se fait avec la confiance qui peut être qu'on arrive à gagner au sein de la maison d'édition qui t'emploie, mais ça se fait surtout avec des auteurs, avec des créateurs. Et moi, c'est le maître mot au sein de tout ça. C'est-à-dire que le catalogue que j'anime aujourd'hui chez Delcourt, c'est pas un catalogue de licence ou de propriété intellectuelle
il y en a bien eu quelques-unes à une époque, je pense à Star Wars, mais même au moment où j'animais le catalogue Star Wars chez Delcourt, moi, ce qui m'intéressait, c'était de collaborer avec un certain nombre d'auteurs, Mhm. certains de très gros calibre, avec qui je suis resté en contact, hein, que ce soit Doug Whitley, que je vais retrouver d'ailleurs à la toute fin du mois de septembre à Chambéry, que ce soit Robert Kirkman, parce qu'au tout début, bien sûr, de la collaboration, il n'y avait pas Skybound, il n'y avait pas sa structure éditoriale derrière. C'est Charlie Adler, que je connaissais avant même qu'il arrive pour travailler sur Walking Dead, c'est Terry Moore, c'est Todd McFarlane, c'est Mike Mignola. Bref, quand on a une relation un peu privilégiée avec ces grands créateurs, ben voilà, ça nourrit la flamme, et c'est plus seulement une flamme, c'est un brasier souvent, parce qu'il y a plein de projets qui naissent, des idées, des échanges, et c'est ça qui est passionnant en fait. Et ben moi je me nourris de ça. Notre métier ne consiste pas seulement à faire des bouquins, pour faire pour donner dans le trivial. Pousser du papier, tout le monde peut le faire, d'accord. Animer un catalogue, lui donner une cohérence, défendre sur des idées fortes, qui sont, en l'occurrence pour moi, la défense des créateurs et de leurs œuvres. C'est le maître mot un peu de la manière dont je fonctionne aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et ça, c'est jamais décevant quand tu travailles avec des personnes qui sont des créateurs de haut vol. Ben, c'est formidable pour la tête, c'est formidable pour ce que tu vois, ce que tu as sous les yeux constamment, et pour les récits qu'ils proposent, quoi. Donc je suis Et tu juste un vois, passeur. Voilà. et ça, c'est un point qui est super intéressant, je trouve, qui transparaît beaucoup quand qui se voit pas forcément en fait au premier abord, mais dès qu'on gratte un petit peu, c'est quelque chose qui transparaît à la fois beaucoup de toi et donc évidemment du catalogue Delcourt, c'est qu'il y a vraiment j'allais dire, un profond respect des artistes et des créateurs et Ah une oui, mais certaine ça, c'est mise en valeur en fait alors qu'on sait sans trahir un grand secret que c'est pas forcément facile du tout de travailler chez Marvel, chez DC, parce qu'ils sont pas propriétaires de leur création, ils apportent ouais. simplement à un moment donné une pierre à leur édifice, et là on a vraiment le sentiment que leur propriété, leur création est vraiment respectée, et que voilà, vous faites vraiment ce travail de passeur et de mise en valeur en fait de leur taf. Bah, c'est Et ce je qui trouve que m'apporte c'est chaque jour, en fait. Et c'est ce qu'on fait. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a Eric Powell aussi, bien sûr, dont on a commencé à éditer le travail il y a maintenant plus de 15 ans, pour la toute première fois. Enfin, quand Eric, j'ai été le premier probablement à publier son Goon à l'étranger, et à le faire venir en France. Et il n'avait pas de passeport à l'époque, donc il a fallu établir un passeport pour qu'il puisse venir en France, assurer la promotion. Il y a eu Ben Temple Smith, il y a eu, je sais pas, d'autres exemples. Il y a Ed Brubaker, par exemple, et Sean Phillips, pareil, quand il s'est agi d'éditer Criminal en France. C'était compliqué parce que Ed et Sean lançaient tout juste leur série à l'époque sous un label qui s'appelait Icon chez Marvel. Mhm. Et en gros, Ed, son problème, c'était de trouver de l'argent pour payer les planches qu'il faisait faire à Sean Phillips. On en était là au début. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement établi. Criminal, puis l'ensemble des autres séries qu'ils ont développées ensemble. Tout le monde trouve ça génial, merveilleux, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, ça démarrait tout juste. Donc j'ai eu la chance d'être là, peut-être au bon moment, de proposer les bons deals pour que la confiance soit là. Et c'est le cas, puisque voilà, Ed et Sean, ils continuent à me faire confiance. C'est le cas pour Todd McFarlane aussi. C'était le cas à l'époque de Scénic. Et puis, lorsque j'ai changé de crèmerie, Todd a clairement dit qu'il voulait continuer à collaborer avec moi pour la version française. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça, tu te demandais comment on fait pour garder la passion, pour pas être déçu. Quand tu as la confiance de créateurs de ce calibre-là, voilà, tu ne donnes pas le droit de les décevoir d'une part, mais c'est vrai aussi pour les lecteurs de l'autre côté. Moi, j'ai toujours horreur de devoir parfois, comme ça arrive malheureusement de temps en temps, arrêter une série en cours parce qu'elle ne fonctionne absolument pas commercialement et que c'est une catastrophe et qu'on ne peut pas continuer, effectivement. Pour moi, c'est toujours un crève-cœur parce qu'on déçoit des lecteurs. Voilà. Même s'ils Oui. sont 50, même s'ils sont 300, et ça, c'est pas suffisant pour faire vivre, bien sûr, un ouvrage ou une série. J'aime pas décevoir ni les auteurs, ni les créateurs, ni les lecteurs à l'autre bout de la chaîne, quoi. Et justement, puisque tu en viens sur ça, est-ce que tu as... alors, c'est pas tellement, comment dire, est-ce que tu as le sentiment, à un moment donné, d'avoir sorti des titres où c'était peut-être un peu trop tôt pour le marché français, où les gens n'étaient pas forcément prêts c'est quoi le plus grand regret que tu aies pu avoir au niveau éditorial? Des regrets, il y en a beaucoup. Ça fait la vie de l'éditeur, ça, en fait, hein. La déception, la frustration de croire en un titre, en un auteur, et puis de voir que ça accroche pas, quoi.
Ça, j'en ai eu depuis 20 ans, j'en ai en fait. C'est ouais. Régulièrement, c'est le lot vraiment du job, du boulot, quoi. Encore une fois, on n'est pas sœurs, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas ce qui va fonctionner commercialement ou en termes critiques. Non, mais pour t'en citer quelques-uns, très récemment, quoi, je veux dire, le travail par exemple de Brian Aberlin sur Sonata ou Marquet, ouais, ça n'a pas accroché suffisamment, j'en suis désolé, même si on a réussi à publier les 2 albums de ces mini-séries. Plus loin, Corps de Pierre, qui est un magnifique album de Joe Casey et Charlie Adler, dans un registre même graphique très différent de ce qu'il faisait sur Walking Dead à l'époque. C'est un album magnifique, sensible. C'est un des meilleurs albums que j'ai eu le plaisir de publier, mais c'est vrai aussi pour Winter World de Jorge Zafino et Chuck Dixon. Point de rupture, qui était l'adaptation française de Borderline par Eduardo Trio par Carlos Trio et Risso. Pourtant des auteurs reconnus, quoi, en fait. Et voilà, ça n'a pas marché commercialement. En revanche, quand tu reçois, avant son décès, malheureusement, un mail de Trio qui te dit ah bah, l'édition que vous avez faite, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Voilà, t'es regonflé, tu repars à fond, quoi. Là, récemment, une série que j'adore aussi, qui s'appelle Manifest Destiny, chez Skybound, bah, voilà, ça prend pas. Voilà, ça prend pas parce qu'il n'y a pas Batman dedans ou il n'y a pas Spider-Man. Bon, c'est décevant, quoi. Parce que la qualité, pourtant, elle est là. Les auteurs s'investissent dedans énormément. Furtif aussi, création de Kirkman et Silvestri au départ, qui est un album qui traite des super-héros. Alors des super-héros, il n'y en a pas forcément beaucoup au sein de mon catalogue, parce que c'est un genre que je ne privilégie pas, parce qu'aujourd'hui il est surtout présent chez Marvel et DC, donc chez Disney, Disney et Warner. Mais moi, quand j'inscris en fait du super-héros au sein du catalogue, c'est parce qu'il y a un angle, une approche des scénaristes qui est un peu particulière. Donc, avec Invincible, c'est vrai qu'on a ce retour aux sources, on a ce Spider-Man des années 2000 et on a ce qui est probablement pour moi la meilleure série de super-héros jamais publiée, quoi. Et qui est une série qui a su s'arrêter, qui plus est. Bah, Furtif, c'est pareil. Voilà, ça traite de super-héros, mais avec un angle particulier qui est tout simplement qu'un jeune homme découvre que son père vieillissant, très vieillissant, bah, est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais est aussi un super-héros. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer derrière et que c'est pas triste. Voilà, ça c'est des approches vraiment bien particulières et qu'on trouve rarement, très très rarement, dans les super-héros standards, puisque le principe des super-héros chez Marvel et DC, c'est toujours de retomber sur ses pieds. C'est qu'un récit n'est pas forcément de conséquences extrêmement durables sur la suite, puisque chaque nouveau créateur, comme tu l'évoquais tout à l'heure, va mettre sa patte, vouloir faire sa version. Et puis le principe, c'est rétablissement du statu quo initial, mais on repart à nouveau pour tenter d'accrocher des nouveaux lecteurs, quoi. C'est pas mon approche. Je préfère par exemple aussi ce qu'a fait Mark Waid sur Irrécupérable. Là aussi, on a vraiment une réflexion, on a une écriture, on décortique vraiment ce que c'est que le genre, et on fonce. L'autre Terre, également, voilà, une déception chez nous, d'une série qui était excellente, The Wrong Earth en anglais, chez Ahoy Comics. On a l'impression aujourd'hui, quand on fait des super-héros et que c'est pas estampillé Marvel et DC, que les gens s'en désintéressent d'entrée de jeu, alors qu'il y a pourtant d'excellents récits dans ce registre-là. Bon, mais je pourrais y aller aussi, il y en a d'autres. Hein. Et bah, mais tu vois, il y a tellement de choses intéressantes dans ce que tu dis. Sur le fait, tu vois, que voilà, le métier d'éditeur est jalonné effectivement de succès, mais aussi de choses qui marchent un petit peu moins bien. Je trouve que c'est logique. Et voilà, je comprends bien que les éditeurs, ils aimeraient toujours avoir que des succès, mais il faut pouvoir à un moment donné avoir des choses qui fonctionnent pas forcément bien pour qu'il y en ait d'autres qui réussissent. Je ne sais pas si c'est une balance ou si c'est un équilibre cosmique comme ça, en fait, ou on a une espèce de karma éditorial, mais en fait, quand on a énormément de chance, on a raison dans 51% des cas et on peut continuer à animer un catalogue. Quand on n'a pas de chance ou qu'on ne fait pas les bons choix, ça se plante et puis ça s'arrête. D'accord. On a des exemples récents sur les 10 dernières années de catalogues comics qui ont tenté de démarrer et puis qui se sont plantés, qui se sont arrêtés. Quoi. Hein, d'accord. Et d'autres qui retentent leur chance, voilà. Après, oui, c'est un peu un serpent de mer des fois chez certains éditeurs, mais bon, voilà. Après, c'est pas forcément évident aujourd'hui sur un marché qui est un micro-marché de toute manière, puisque les comics, dans le meilleur des cas, représentent 5% du marché en France. Et aujourd'hui, face par exemple au tsunami manga, que ce soit la BD franco-belge ou c'est
mode des romans graphiques, entre guillemets. Je dis volontairement mode parce qu'il y a de très très bons romans graphiques, et puis derrière, on te fait passer pour des romans graphiques, des choses qui ne sont pas forcément dans l'esprit. Mais les comics aussi souffrent par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est un peu frustrant et désolant des fois de voir aujourd'hui ce qui se vend en matière de comics. C'est que des opérations à petit prix, quoi. Et puis de temps en temps, tu as une exception notable qui fait qu'un titre va émerger, quoi. Là récemment, en ce qui nous concerne, je ne le cache pas, hein, tout le monde connaît les tendances de marché. Je suis très très content du succès de Ed Gein, Autopsie d'un tueur en série, de Harold Chester et Eric Powell. Très content d'ailleurs du succès d'Invincible, voilà, qui est une série qu'on a portée à bout de bras sous perfusion pendant 15 ans, et puis qui aujourd'hui, dans sa version rééditée en format prestige, fonctionne bien. Tant mieux, c'est génial, j'adore. Que j'ai pas aimé au début, pour être tout à fait honnête. Mais pour plein de raisons, tu vois. Je pense qu'on me l'avait beaucoup trop survendu. Et je m'attendais à... C'est jamais bon de survendre un titre. C'est jamais une bonne idée. Parce que forcément, il peut y avoir un retour de bâton assez flagrant. Et aussi pour un truc très vrai que tu disais, on en a fait une émission il y a 15 jours de ça, un truc comme ça, où on parlait justement d'Invincible. Et je disais que moi, il y avait deux choses en fait qui m'avaient remis le pied à l'étrier. Évidemment, la série sur Amazon, que j'ai trouvée très enthousiasmante et qui m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Et puis surtout, parce que je me suis mis à découvrir les Spider-Man de Stan Lee et de Steve Ditko. Et j'ai pas pu m'empêcher, comme tu le disais, mais de voir des ponts entre les deux et de comprendre un peu mieux le travail de Kirkman dans l'émergence en fait de cet univers, de ce héros, de cette famille. Et du coup, ça a complètement changé ma vision des choses. Je m'y suis remis avec des attentes qui étaient différentes. J'avais déjà peut-être un peu plus les codes pour les comprendre. Et j'ai pris une grosse claque. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes. Et ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Ce qui me permet de dire aux gens, de temps en temps, on peut avoir, parce qu'on arrive avec nos attentes et nos a priori sur un titre, et de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, et de temps en temps, redonner sa chance à un titre. De temps en temps, c'est le lecteur qui n'est pas forcément prêt. Oui, oui, absolument. Voilà, la preuve en est avec Invincible, hein, comme je te dis, qui était vraiment un titre que... Voilà, on n'a pas forcément raison. Il n'y a pas de recette de succès. Si on connaissait la recette, on l'appliquerait à chaque fois. D'accord. Et ça n'existe pas. Quand on a énormément de chance, on a une fois dans sa vie d'éditeur un succès phénoménal comme celui qu'a pu être Walking Dead. Ça, c'est absolument génial parce que ça permet de faire des choses au niveau promotionnel, marketing, accueillir les auteurs de manière différente, avoir de l'affichage dans le métro. Enfin, ça, on en rêve tous quand on fait des comics où on aimerait effectivement le faire connaître et découvrir un maximum de personnes. Ça arrive, mais une fois dans une vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et pas dans toutes les vies. Et pas dans toutes les vies, donc c'est une chance énorme. Mais la majorité du temps, c'est un travail où on se casse la figure et où le maître mot, c'est l'humilité, quoi, parce que régulièrement, on a faux. On a faux dans nos choix. Et moi, je dis toujours que c'est nous qui avons faux. C'est jamais le lectorat. Si le lectorat il n'accroche pas à ce qu'on propose, c'est lui qui a raison, quoi. Même si on sait fondamentalement que nous, on a fait ces ouvrages-là parce qu'on pense nous avons raison aussi de les proposer et qu'ils mériteraient effectivement peut-être une exposition bien plus grande. Mais voilà, c'est la grande histoire de l'art, de la littérature, de la pop culture depuis des décennies. Donc, c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, mais vraiment, oui, c'est compliqué des fois. C'est extrêmement frustrant. Il y a beaucoup de frustration dans ce boulot parce que voilà, des fois, ce qu'on propose ne marche pas. Autre exemple de chose qui a bien marché, mais pas forcément la première fois, Umbrella Academy. Voilà. Umbrella Academy, quand c'est sorti il y a 10 ans, petit succès d'estime. Ouais. Et puis, bien sûr, la série télé sur Netflix qui a l'avantage d'être bonne aussi. Oui. Parce qu'une série mauvaise, une série télé mauvaise ou un film mauvais peut tuer, bien sûr, l'œuvre d'origine. Ça, c'est clair. Voilà, et quand il y a une bonne série, vous sentez vraiment qu'il y a vraiment un engouement des gens qui ont envie, même si c'est pas forcément des lecteurs, d'aller découvrir l'ouvrage original? Là aussi, il n'y a pas de règle. Parfois, c'est le cas. Il y a un petit blip sur le radar, et puis parfois, il y a une explosion. L'exemple de Walking Dead est le meilleur, en fait, qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Mais ça s'est produit qu'une fois, là aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut remettre dans le contexte. On était en 2010 hein, quand Walking Dead est arrivé.
il n'y avait pas beaucoup d'adaptations de comics à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'œuvres de comics qui étaient. Enfin, le paysage audiovisuel était beaucoup moins encombré qu'il peut l'être aujourd'hui par les adaptations issues de comics. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne n'en a plus rien à faire de savoir si c'est issu d'un comics. C'est le cas pour The Boys en ce moment, par exemple, puisque je sais que ça marche très très bien chez Panini, tant mieux pour eux sur cette série. Walking Dead a vraiment eu le champ libre à l'époque pour exploser. C'est pas quelque chose, c'est pas des facteurs qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense, parce que le paysage à la fois éditorial et audiovisuel est complètement encombré de manière différente et les données sont pas les mêmes au départ, quoi. Donc ça peut jouer, et ça a joué par exemple pour Umbrella Academy à nouveau, je le dis, et puis parfois pas du tout. Indiana Jones en bande dessinée, ça n'a jamais été succès. Alors, je ne savais même pas que ça existait. Pour tout te dire. Et j'en parlais, tu vois, il n'y a pas tellement longtemps, je disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas des trucs un peu d'aventure à la Indiana Jones. Voilà. S'il y a eu les adaptations chez Marvel au moment de la sortie des 3 premiers films, hein, ça existait à l'époque, d'accord. Il y a même eu une série dérivée. Il y a eu une série qui s'appelait Young Indiana Jones, pour accompagner la série télé d'origine. Ensuite, ça a été repris par Dark Horse. Et puis, moi, je sais que j'avais publié aussi l'adaptation du Crâne de Cristal et de quelques albums autour. Et ça a été un flop, quoi. Bon, le film n'a peut-être pas non plus été à la hauteur des 3 premiers, quoi. On est bien d'accord. Et si on revient un petit peu plus sur toi, qu'est-ce que quelles ont été les œuvres qui ont compté en fait dans ta vie, dans ton enfance, comment en fait t'en es venu à la lecture, et notamment ta première rencontre avec les comics? En fait, ma première rencontre avec la bande dessinée, pour commencer, moi, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un grand-père communiste, et mon grand-père vendait l'humanité sur les marchés, ce qui veut dire que ça m'a amené très facilement à Pif Gadget, et moi, c'est Raon, quoi. Raon, qui est en plus un langage graphique qui était tellement un langage comics, on peut le voir maintenant avec André Chéret, était extraordinaire, mais Marcello sur Doc Justice, enfin... un peu plus tard, des séries comme Captain Apache, même si c'était de l'aventure, c'était du western déjà un peu. Voilà, ça c'était la BD, on va dire, d'aventure, quoi, en fait. Mais bizarrement, pas Hugo Pratt. Je n'aimais pas trop Hugo Pratt à l'époque quand Corto était dans Pif. Ensuite, j'en avais pas assez parce que Pif, j'avais pas beaucoup de pages à lire, donc j'ai dérivé vers les petits formats. Mon journal et Lug, justement. Ce qui est marrant, puisque donc, des décennies plus tard, je me suis occupé de ces petits formats aussi chez Semic. C'était vraiment ce côté BD populaire qui m'intéressait. Donc, c'est des personnages comme Blake le Rock, Captain Swing, Zambla, Antares, voilà, des pockets aussi de western, comme La Route de l'Ouest, où j'ai découvert ce qui est probablement l'auteur que je vénère et que je préfère le plus aujourd'hui, Victor de la Fuente, par exemple, sur certaines séries. Un tout petit peu de RG avec Tintin. Voilà. Avec pour moi culte, qui est Tintin au Tibet, mais je pense que c'est pour l'aspect voyage, dépaysement. Ça a été super. C'était vraiment c'est un album culte, même si j'ai pas tous les Tintins à la maison, non, j'aime pas trop Tintin, en fait. Voilà, je suis désolé. Et puis ensuite, la grosse claque dans la figure, hein, ça a été j'avais une dizaine, 10-11 ans, je crois. J'étais au bahut et il y a un copain qui a été mon dealer, en fait, de l'époque. Il m'a filé ma première dose gratuite. Il m'a mis des Strange et des albums Fantastic Four, des 4 Fantastiques entre les mains, et là, c'était fini, quoi. Voilà, j'étais pas pour la cause. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, ça a été les découvertes de l'univers Marvel. Et puis après, pendant des années, je suis resté branché super-héros avec Strange, Titan, Special Strange, Nova, enfin tout ce qui paraissait chez Lug, un petit peu chez Reddit, un petit peu chez Sage Édition avec l'univers d'ici, Man, un peu plus compliqué. C'était plus compliqué à suivre, et puis il y avait beaucoup moins de récits vraiment qui étaient à suivre. C'était moins du soap, en fait. C'était des récits comme ça. La Légion des super-héros me plaisait bien parce que justement, elle lorgnait un petit peu sur ce côté soap que sont les comics, en fait, de super-héros généralement. Et puis après, l'autre passage a consisté en fait à comprendre que la BD se limitait pas à Strange, et ça je le dois justement à
à Ferchid, hein, que j'évoquais tout à l'heure, Ferchid Baroucha, avec le magazine spécial USA, puis avec Jean-Pierre Dionnet pour Métal Hurlant. Ça a été mes deux piliers, je dirais, révélateurs du fait que la BD américaine, qui était quelque chose qui m'intéressait plus particulièrement, même si je lisais Blueberry, je lisais les grandes séries classiques de BD Frankovitch, le fait de découvrir que les comics ne se limitaient pas aux super-héros, ça a été génial. C'était l'ouverture d'un monde entier, quoi. C'était Eisner, c'était Jeff Jones, c'était Corben, et puis la BD anglaise aussi, d'accord, avec Brian Bolland, avec Mike McMahon, avec tous ces auteurs anglais qui sont extraordinaires, et puis bon, pour la plupart, dans les années 80-90, émigrés vers les États-Unis, en fait, pour travailler là où il y avait de l'argent et du boulot, quoi. Ouais, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc ça a été les lectures, on va dire, BD. Neil Adams, tous ces gens-là que j'ai pu découvrir à ce moment-là, quoi. Et puis en bouquin, j'ai eu la chance d'avoir une prof au moment du bac de français qui m'a réconcilié avec la littérature, avec les vrais livres, ceux qui étaient sans images. Puis ça a été, je sais pas, Bukowski, John Fante, et puis dans les très grands classiques français, Flaubert, Zola. Voilà. Ouais, Zola, obligé, passage obligé à la maison. Je comprends. Moi, je suis de Saint-Étienne, ville de mineurs. Je comprends tout à fait. On a des accointances culturelles. Ouais. Mais bizarrement, tout ce qui se dégage de ça, en fait, c'est une vraie tendance très tôt, en fait, à m'intéresser presque plus aux auteurs qu'aux personnages qu'ils animaient, même à travers les comics de super-héros. C'est-à-dire que pour moi, Kane, Romita, Colan, Ross Andru, Dave Stevens, voilà, c'est des gens que j'ai très très vite pu identifier visuellement et qui ont constitué John Buscema aussi, sur Conan par exemple, ou sur cet Tarzan. Voilà. Buscema ancré par Alcala, c'était une énorme claque pour moi à l'époque à travers les albums Lug. C'était magique, quoi. Toi, très tôt, tu suivais plus les artistes que les personnages, alors? Je savais les reconnaître, donc quand il y avait un mec qui avait un style qui me plaisait, quand il sautait d'une série à l'autre, je découvrais une nouvelle série, quoi, tout simplement. Ça a été le cas de Bill Sienkiewicz, moi, découvert sur Moon Knight, en fait, et puis depuis, je lâche pas, parce que ce mec est un génie, quoi. Oui, c'est vrai que les auteurs ont été pour moi le point d'accroche principal, quoi, en fait, de mon intérêt. Et ça reste le cas aujourd'hui. Si tu vois la manière dont le catalogue Delcourt est animé, j'essaie de développer les univers de certains auteurs. Je sais pas, Terry Moore, par exemple, voilà, ça m'intéresse de faire tout ce qu'il fait. David Lapham est un auteur aussi que j'aime particulièrement. Brubaker, à travers l'ensemble de ses séries. Charlie, ça se limite pas à Walking Dead. Il a fait des tas de choses à côté qui sont extraordinaires et qui méritent une découverte, quoi. Bon, c'est Charlie Adler. Mike Mignola, c'est pas uniquement Hellboy, d'accord. Il y a tout un processus avant de choses qu'il a pu faire, comme Cosmic Odyssey, comme un numéro de Batman, quand même, il faut dire. Legend of the Dark Knight 54, là, c'est magnifique, et c'est vraiment son point d'entrée dans ce qui deviendra Hellboy derrière, quoi, tout simplement. Mais il a fait plein de choses à côté qui sont vraiment super, quoi. Gene Colan, qui est pour moi un héros, surtout ancré par Tom Palmer, un Tom qui est disparu récemment, et ça c'est un peu un drame, parce que c'est un type à la fois pétri de talent et adorable. Voilà. Donc, et on repassera, si tu veux, à la partie de tes lectures adultes un tout petit peu après. Je vais juste te faire une petite transition, parce qu'on parlait c'est le cœur du truc, hein, de toute façon, les créatifs. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, que doit faire un scénariste pour toi pour te séduire dans ces histoires? C'est chiante ma question, hein. Non, mais sincèrement, il doit me surprendre à la fois s'il y a des twists. Alors, je sais pas, un type qui est capable de me surprendre à la hauteur de ce qui a été pour moi le sixième sens au cinéma, hein, de Shanahan. Voilà, ça pour moi c'est gagné. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser aux personnages et les rendre empathiques. C'est-à-dire que j'arrive pas du tout, par exemple, aujourd'hui, à accrocher au travail que fait quelqu'un comme Jonathan Hickman, quoi, qui a des très très belles idées, qui développe des choses extraordinaires, mais alors ces personnages, pour ressentir de l'empathie vis-à-vis de ces personnages-là, moi j'ai un vrai problème, quoi. C'est pas forcément ce qui se dégage le plus, du travail d'Hickman. J'aime beaucoup ses développements d'univers, ses intrigues, mais c'est vrai que en termes d'attachement envers les personnages, c'est pas son rayon.
C'est pas Non, son gros non, point on est bien fort. d'accord. Alors que justement, si on fait du super-héros, et pour parler de ça, on est dans le soap. Et si on est dans le soap, ça veut dire que les récits tournent autour de la relation entre les personnages. Donc si on n'a pas des personnages intéressants, il reste pas grand-chose, quoi. Il reste des mecs qui s'habillent avec un slip au-dessus du pantalon et des capes. C'est pas suffisant, quoi. Il y a besoin de vie, C'est pas il y a assez. besoin d'autre chose. Et non, mais c'est pour ça que, par exemple, l'univers d'Eric Powell m'intéresse beaucoup, parce que c'est des personnages qui ont une profondeur psychologique, émotionnelle. Terry Moore, je t'en parle même pas, c'est toujours d'une sensibilité extraordinaire, surtout dans sa capacité à écrire les personnages féminins. Ça, c'est juste magnifique, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup le travail de Charles Burns sur Black Hole, qui est devenu un classique, mais waouh, là, on a plein de choses qui sont dites, et puis c'est des gens qui savent utiliser ce qui est le propre de la bande dessinée. Comme le disait Scott McCloud, la bande dessinée, c'est l'art invisible. C'est quoi l'art invisible? C'est ce qui va se passer entre les cases, d'accord? C'est ce qu'il y a dans les gouttières, et c'est ce que le lecteur va ressentir. C'est le chemin qu'il va faire pour véhiculer une action ou une émotion entre deux cases, quoi. Eh ben, on en est là, quoi. Si quelqu'un est capable de me transporter dans un récit, que je repose le bouquin en disant ah ouais, il m'a eu, j'ai eu une petite larme à l'œil, même si elle n'a pas coulé. J'ai ri, j'ai ressenti une vraie émotion. C'est un personnage qui a une dimension humaine, c'est-à-dire qu'on pourrait presque la voir sortir de la page, exister devant toi et discuter avec toi. Là, ouais, là, c'est un scénariste qui m'a embarqué, quoi. Le travail que fait Ed Brubaker est extraordinaire. Les voix off de ces personnages-là, wow, mon Dieu, que j'adore. C'est vrai avec Kirkman, qui est un dialoguiste extraordinaire aussi. C'est vrai avec Kyle Higgins, par exemple, récemment sur Radiant Black. Bon sang, ces personnages vivent, quoi. Il y a vraiment quelque chose de bien. Et voilà, ça c'est typiquement un lancement assez récent, là, donc j'espère que les lecteurs vont faire le détour pour aller découvrir cette série, parce qu'elle mérite vraiment, vraiment le détour, quoi. Voilà, moi, je pourrais en citer plein. Hein, Mais j'en doute pas une seule seconde, mais c'est très bien. Et tu vois, et à la limite, je sais pas si on pourrait en dire un petit mot. Moi, le dernier, en fait, comment dire ça? En règle générale, les comics, ils te donnent toujours des émotions, mais qui sont relativement identifiables et un peu toujours les mêmes. Tu peux être transporté, ému, ce genre de choses. Et le dernier qui m'a vraiment fait une émotion plus qu'originale et que j'avais jamais ressenti dans une lecture, c'est Monstre. Et celui-là, tu vois, enfin, j'en ai parlé dans une émission et j'ai dit, je ne sais même pas si je pourrais le relire en fait, parce que c'est un sujet qui est tellement fort et tellement poignant et je n'y attendais tellement pas, et de la manière dont c'est décrit, c'est tellement criant en fait de vérité. Pour moi, c'est vraiment enfin, je sais pas si je le relirais, mais pour moi, c'est impossible de passer à côté d'un livre comme celui-là dans sa vie de lecteur. Parce que c'est incroyable. On a failli passer à côté, puisque Barry Smith a mis plus de 20 ans à le faire, à le terminer. C'est très étonnant d'ailleurs de voir le nombre de projets. D'ailleurs, que c'est un auteur monstrueux, sans jeu de mots. Ouais. Le nombre de projets inachevés qu'il a, celui-ci, on a au moins la chance de l'avoir, en fait. Mais je sais pas, quand on connaît son Ad Astra aussi, qui était au départ un projet fait pour être du X-Men sur Storm. Ces projets Freebooters, Paradox Man, ou bien, j'oublie sa troisième série, Young Gods. Voilà, c'est des choses où tu as envie de connaître les personnages, de les voir évoluer, de les voir vivre. Mais avec effectivement Monstre, avec Monster, c'est très ardu, c'est dense comme lecture, mais il y a une profondeur qu'on trouve assez rarement, effectivement. Mais là, on n'est plus dans le registre du comics dont on sort 22 pages par mois, quoi. C'est autre chose. Ouais, complètement. J'allais dire, c'est une expérience, ça veut rien dire, mais clairement, moi, j'y suis allé dessus en me disant, Barry Windsor Smith, j'ai adoré son arme X, Monstre, allons-y, on va voir. Ouais. Quelle claque, quoi, une sacrée reculée. Mais je peux pas le mettre entre toutes les mains. Mon grand garçon de 10 ans, je vais pas lui faire lire tout de suite. je vais attendre un peu. Ton parcours, pareil, on peut pas forcément lire Eisner ou tout Eisner à n'importe quel âge. Enfin, il y a des auteurs comme ça qui nécessitent
Ou alors il y a des gens qui, je sais pas, je pense à Jeff Smith par exemple, qui est un auteur extraordinaire. Bah voilà, il y a 2 niveaux de lecture dans Bone. Bah, tu peux lui faire lire Bone par exemple, parce que c'est à la fois de l'aventure, et puis derrière on a aussi des personnages à qui il arrive des choses pas fun, quoi, et ça c'est vachement bien. Non, voilà, on en revient toujours à quoi? À un auteur et à un créateur, et sa Ouais. vision capable, et la manière dont il est capable de la faire passer au lecteur, quoi. Et quel est le ou les, parce que le, ça va être compliqué, le ou les dessinateurs qui ont su vraiment, vraiment t'embarquer dans leur univers, et puis surtout, comment tu pourrais expliquer leur style, parce que c'est pas forcément évident d'expliquer le style d'un dessinateur. Non, parce que par définition, ça se montre plutôt Ouais. que ça s'explique. Euh, J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais en fait, Gene Colan, extraordinaire, un type capable de créer des ambiances tout de suite. Greg Capullo, qui est un narrateur extraordinaire depuis Spawn, quoi. Jay Smith, Will Eisner, Mike Ploog, qui a été d'ailleurs l'élève de Will Eisner, Eric Powell, type qui est autodidacte, quoi. En fait. Et quand tu vois sa capacité aujourd'hui à représenter les choses, c'est du théâtre dessiné, c'est magnifique, c'est superbe. Bah, il y en a tellement aussi, là, c'est super limitatif, quoi. À la limite, tous les grands classiques, on les connaît, hein, les Busma, moi, pour d'autres raisons, j'adore Ross Andru, j'adore George Tuchka, j'adore tous ces mecs-là parce que j'ai grandi avec dans Ouais. France Tranche, quoi. Kane, enfin, bien entendu. Mais après, voilà, on peut tous les citer et puis faire du name dropping, c'est pas le plus intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir presque les nouvelles générations d'auteurs et ceux qui vraiment, à mon sens, se détachent. Mais un Dan Mora, par exemple, est extraordinaire. Ce qu'il fait sur Once and Future. Et puis dans une moindre mesure, parce que ça m'intéresse moins, effectivement, ce qui est raconté dans les histoires sur Batman à l'heure actuelle. James Harren également, qu'on avait découvert sur BPRD, avec Ultra Mega, là, par exemple, c'est étonnant, quoi. Daniel Warren Johnson aussi, jeune auteur vraiment extraordinaire. Max Smith, que moi j'ai découvert avec son financement participatif sur la série Scurry, qui est voilà, un de nos succès assez récents et qui mérite vraiment le détour. Typiquement quelque chose que tu peux faire lire à un minot de 10 ans, il n'y a pas de souci. Ben Steinbeck, qui est un auteur que j'ai vu grandir en fait depuis ses tout premiers travaux chez Marvel, vers ensuite l'univers de Mignola avec Lord Baltimore, et puis maintenant il est de retour sur l'univers de Hellboy lui-même. Euh, voilà, ça c'est des noms incontournables, quoi. Ouais. Après, Et comment les expliquer? C'est juste des gens qui sont capables de véhiculer enfin, de rendre un récit crédible et de générer de l'émotion avec la manière qu'ils ont de raconter une histoire en dessin. Voilà. Et le mais BD, c'est un art séquentiel, donc voilà. Et tu as tout à fait raison de dire que bah, par définition, ça se montre, mais c'est vrai que moi, j'avoue, après c'est peut-être le côté vidéo, tout ça, ou les articles et ce genre de choses, mais j'aime beaucoup en fait l'idée et j'apprécie les gens qui savent poser des mots sur un style graphique et te donner envie, tu vois, d'aller de les découvrir ou de même par des mots, te montrer des choses que tu n'as pas forcément su voir dans les dessins. Et c'est pareil, ça je pense notamment à Comics of the Power, Thomas Savidan, enfin voilà, tous ces gens-là qui font des articles merveilleux et qui savent, tu vois, par des mots, je trouve ça incroyable, tu vois, par des mots de réussir à te donner envie d'aller voir des dessins. Et c'est un talent unique, il n'y a pas beaucoup de gens qui Ah non, savent le bien sûr. faire. Mais s'il faut Et rentrer dans ce jeu de description, c'est d'une part une dynamique, c'est une fluidité, c'est la manière, par exemple, qu'un dessin peut avoir de te faire passer d'une case à l'autre de manière tellement naturelle que tu ne te rends pas compte. C'est la composition et l'équilibre d'une page également qui intervient. C'est la gestion des noirs et des blancs, parce qu'un dessin, à mon sens, s'apprécie avant tout en noir et blanc et éventuellement peut être rehaussé par la couleur ou bien traché par de la mauvaise couleur. hmm. Ça peut arriver, mais c'est la capacité à savoir tout dessiner, quoi. J'ai rarement trouvé parmi les dessinateurs purement de super-héros des gens qui vont m'emmener vraiment, quoi. Tous ceux que j'ai cités parmi les grands anciens, c'était des gens qui avaient une formation classique et qui étaient surtout capables de tout dessiner. Et pas forcément une, euh, une voiture qui va être 2 cubes avec 4 roues, quoi. Voilà, faut savoir dessiner des personnes. C'est des gens qui sont capables de transcender aussi la réalité. C'est cette manière qu'on peut avoir
euh, typiquement de rendre la réalité plus grande que nature, plus dynamique, plus forte, plus jolie. C'est des gens qui vont être capables, à travers le dessin d'un visage, de faire passer très exactement l'émotion qu'ils ont l'intention de faire passer, à travers un œil un peu triste, un petit rictus. Voilà, ça, Terry Moore, je l'évoquais tout à l'heure, c'est clair, on en parle pour ça. Doug Wheatley est également un auteur quasi photoréaliste, quoi, mais avec une capacité à tenir un dessin et un personnage, par exemple, d'une case à l'autre dans une séquence, et avec une capacité à véhiculer de l'émotion que je trouve rarement ailleurs, quoi. Et pourtant, Doug, il fait que de la licence, il a fait du Star Wars, là, il a fait un peu de Avatar, il travaille sur des trucs qui sont pas forcément. C'est un auteur qui mériterait tellement d'exploser aux yeux du grand public, quoi. Voilà. Et je bois tes paroles. Du coup, je ne suis plus ma feuille. Hein. Ça me le fait, c'est rare, hein, mais ça me le fait. Ou à un moment donné, j'oublie que c'est moi qui anime le truc et puis Bah, merde, faut que je relance. Là, tu vois, c'est pas grave, tu feras des cuts, c'est bon. Ah, ça, je le cut pas. Ça, tu vois, c'est les petites tranches qui rendent vivant en fait tout ça. Et puis j'aime pas cacher ce genre de choses. J'aime bien le montrer. Enfin, putain, j'ai même pas fini ton parcours, mais en même temps, t'es écrivain aussi. Voilà, c'est un grand mot, ça. Ouais. Enfin, écrivain. À partir du moment où on écrit, ouais, on est écrivain. Ouais, c'est ce que je me suis entendu dire des fois. Mais, non, voilà. Oui, j'écris effectivement quelques scénarios. Alors, ça a commencé il y a même 20 ans, puisque j'ai dû faire quelques récits de Zambla. Voilà, c'était des rêves de gosse, de Cabure également, avec le grand Luciano Bernasconi, en collaboration avec Jean-Marc L'Officier aussi. Oui, puis j'écris des bouquins aussi, parce que quand le disque dur est un petit peu trop plein, faut le vider. Donc il y a une dizaine d'années, j'avais fait un ouvrage sur les comics qui s'appelait Comics, les indispensables de la BD américaine, qui était pour moi une manière d'offrir peut-être des portes d'entrée à des personnes qui voulaient s'intéresser à la bande dessinée américaine, qui ne savaient pas trop par quel côté attaquer la montagne, quoi. Et donc, c'était presque des fiches de lecture, série par série, dans ce qui me semblait, à mon sens, de manière un peu subjective, mais généralement, sur la majorité du bouquin, très objective, parce qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, si on parle de comics, à un moment donné, il y aura le point Goodwin des comics qui fait qu'on va parler de Watchmen, par exemple. Tu vois, c'est une évidence, ou une série de cet ordre-là, ou de certains auteurs. Donc, voilà, c'était parti de ça. Et puis, plus récemment, ouais, en collaboration avec un de mes potes, Michel Monteillet, qui est un dessinateur extraordinaire par ailleurs. Que je suis sur Facebook d'ailleurs. Ah oui, il est super, Michel. Je ne savais même pas que vous étiez potes, mais j'aime beaucoup. On a fait Super-Héros ensemble, en fait. Voilà. Okay. Et qui était un ouvrage qui était quelque part un hommage au magazine Mustang dans les années 80, qui a vu renaître en fait le genre super-héros réalisé par des auteurs français, qui étaient en l'occurrence sous pseudo Jean-Yves Mitton, Siro Tota et Franco Oneta, ainsi que Yves Chantreau. Et voilà, c'est un magazine pour moi qui a été un catalyseur extraordinaire et qui m'a fait comprendre que tiens, en tant que Français, c'était peut-être possible. Moi, j'étais fin d'adolescence, là, j'avais pas 18 ans, je crois, 17-18 ans à ce moment-là. Et je disais ça, et je me dis mais c'est super, on peut être français puis faire des super-héros, quoi. C'est pas réservé aux Américains, c'est pas leur chasse gardée. Et quelque part, ça a beaucoup influencé aussi mes goûts et peut-être mon parcours aussi indirectement, quoi. Moi, quand j'étais gamin, j'étais persuadé que c'était américain. J'ai dû attendre d'avoir une grosse barbe comme maintenant pour savoir l'émergence d'Internet, pour me dire mais c'était des Français, je ne savais pas. Et après, d'aller regratter, quoi. Avec le style graphique, on reconnaissait assez aisément quand même que c'était Jean-Yves ou Siro, quoi. Ouais. Et, pour avoir suivi leurs travaux auparavant sur Blake le Rock et des tas d'autres choses, puisqu'ils ont tous les deux bossé sur Blake, dans Kiwi ou autre. Et je me dis, mais c'est pas vrai, ce style, je le connais, quoi. Même si Jean-Yves avait tendance un peu après son fameux épisode aussi du Surfeur d'argent qui a été publié dans Nova, où là, effectivement, il s'inspirait énormément du travail de John Buscema, qui a dessiné le surfeur définitif, on va dire, quoi. Le plus beau de tous.
On peut le dire. Désolé pour les suivants, hein, mais voilà. Bon, Ah, il y a eu des choses intéressantes, je crois, quand Marshall Rogers l'a repris dans les années 90 avec Somehow Steve Englehart, c'était pas mal du tout. Il avait amené une dynamique et un travail sur le surf lui-même qui était vraiment très, très intéressant, je trouve, graphiquement, et et que Bosman en, n'avait jamais touché, parce que je pense que Bosman n'avait jamais fait de surf, ou regardé une photo de surfeur. Ça, c'est autre chose. et en bon client, enfin moi je suis né en 82, donc forcément les années 90, j'étais en plein dedans. Grand fan quand même de Ron Lim, Ron Ah bah Mars. oui, bien sûr. Bah Ron, c'est voilà, un formidable scénariste, tout genre confondu, comme on dit aux États-Unis, underrated. C'est-à-dire que pas assez connu, pas assez reconnu pour le travail qu'il fait. C'est Mm. vraiment, d'une part, c'est un mec super, et deux, c'est un scénariste d'exception. Et c'est pas souvent qu'on peut avoir des gens qui te disent ah mais oui mais lui mais en plus c'est un mec super tu vois, tu vois c'est le petit plus c'est incroyable tu vois d'avoir la chance de pouvoir connaître tous ces gens-là. J'avais lu une anecdote et d'ailleurs ce sera parce que j'y tiens tout particulièrement. Je me suis appuyé pour préparer cette émission sur une interview que tu avais accordée à Bruce Lee. Euh, En avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Euh, assez récent, ouais. voilà, que j'aime beaucoup aussi. Et donc forcément, cette interview sera en description de cette vidéo et en description voilà, sur vos plateformes de podcast. Parce que c'est pas, voilà, histoire de. C'est pas que l'interview de Bruce a besoin de cette vidéo pour compléter, pas du tout, mais je trouve que c'est important. Et pour revenir sur ça, il y avait des anecdotes où, voilà, comme tu en parlais tout à l'heure d'Ed Brubaker, comme à un moment donné, vous avez pu lui donner un coup de main pour. Enfin, je trouve ça fou en fait de la manière dont ça se joue quand vous t'explique que vous étiez tous les deux assis Ouais, sur c'est les vrai. marches. Tu te dis putain, mais t'essayes de prendre 2 pas de recul et de t'imaginer toi et lui discuter. Enfin, c'est Ouais, de ce fantastique. qu'elle est devenir criminal et puis tout l'univers qui développe depuis, oui, bien sûr. Mais bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça, donc euh, c'était chouette, c'était cool. Puis bah, voilà, c'était remis dans le contexte de l'époque, ça s'est passé comme ça. Ouais. Je vais avoir allez encore 3-4 questions et après je vais te laisser Vas-y, je tranquille. t'en prie. Euh, Passer un petit moment quand même sur les choses, les lectures dans ta vie d'adulte qui t'ont vraiment, soit adolescent, soit adulte, qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont forgé, parce que je crois beaucoup à ça, notamment quand on est adolescent, où on a vraiment des lectures euh, Mm. qui te forgent, qui te marquent et qui te laissent une empreinte indélébile, peut-être même aussi au niveau des valeurs. Moi, je sais que j'ai des lectures comme ça qui, à un moment donné, ont pu pas me donner des valeurs, mais me conforter dans un certain sens. Et est-ce que toi, tu as des choses comme ça? Ah, ça a coupé. Là, je t'entends plus. Est-ce que là, tu m'entends? Très bien. Ok, j'ai laissé tomber les AirPods, et puis on va passer par le micro de l'ordi. Je pense que j'ai peut-être les AirPods qui sont déchargés, c'est possible. Et toi, tu m'entends bien aussi? Ouais, ouais, je t'entends très bien, Ouais, il n'y a c'est pas de bon. souci. Bon, Ok, nickel. Il y a même pas de changement. Hein. d'accord. On était au niveau des lectures, bah, tout confondu en fait, hein, BD ou pas BD, mais Ouais. adolescence, ouais, Jonathan Livingstone, Le Goéland, voilà, du descendant de Richard Bach, ça c'est clair. Et puis un tout petit bouquin qui est en fait un recueil des paroles du chef indien Seattle, voilà. Genre de mec qui. J'ai énormément de respect pour l'individu et ce peuple-là qui était proche de la nature, de l'écologie, qui plaçait justement l'écologie au centre de tout et pas forcément l'humain au centre de tout. Et voilà, la capacité à dire qu'on ne possédait pas la Terre, mais que c'est la Terre qui nous possédait. Enfin, ce genre de choses. C'est pas que des mots, mais aujourd'hui, ça trouve un écho tout particulier avec la Ouais. manière dont on est en train de tracher la planète. Mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Bah, Métal Hurlant, j'en ai parlé parce que ça a duré, ouais, ça a été une influence majeure en bande dessinée par l'éclectisme, moi, j'ai fait ma culture, le début de ma culture rock, en fait, est passé par Métal Hurlant, quoi. Et puis après, ça a été Best, ça a été tous ces magazines-là. C'est pour ça que quand on en parlait un peu en off avec Bruce, bah, on parlait musique aussi un petit peu, logique, quoi. Adolescent de Mustang, je l'évoquais tout à l'heure, bah, parce que oui, c'était une révélation pour moi de me dire qu'on pouvait faire de la bande dessinée à l'américaine en étant français. Voilà. Plus adulte, après, ouais, j'ai des ouvrages un peu fondateurs. Il y en a un qui s'appelle Mr. God, This is Anna.
d'un auteur qui s'appelle Finn, qui est un ouvrage que je peux que recommander. Alors, je suis pas du tout du genre à dire il faut absolument que vous le lisiez. Ça, j'ai horreur qu'on me dise faut que tu le vois ce film, faut que tu vois cette série, ou faut que tu lises ce bouquin. Non, non, on recommande et puis si les gens ont la curiosité et vont chercher cet ouvrage, eh bien, on en discute après, puis on voit si ça a fait mouche, quoi. Beaucoup de polars aussi. Moi, je suis fan de Manchette, de ISO, d'auteurs américains. Ouais, Nico Takian aussi, récemment, qui fait sa place dans le polar et qui est plus connu presque pour ses prestations télévisuelles, puisque après avoir fait de la BD, il a co-créé Alex Hugo, la série Alex Hugo à la télévision française. Un auteur américain qui s'appelle Keith Blow, qui est pareil extraordinaire. Enfin, c'est des choses qui te démontent les tripes quand tu le lis, c'est bien, c'est fait pour. Black Hole, que j'ai déjà évoqué, mais ça a été assez fondateur, ouais, dans mon parcours de lecteur. Et puis Corben avec son Den, quoi. Den de Corben. Voilà, bon, ok, là j'ai pris une claque. Et puis on peut pas passer à côté de Möbius, quoi, et de son Incal. Voilà. Mais ça, c'était via Metal Hurlant, en fait, à l'époque. Bon, voilà, la liste pourrait être beaucoup, beaucoup plus longue, mais enfin, on va dire que j'ai isolé cela, quoi. Ah bah là, si les gens ont pris des notes, et je vous conseille de le faire, je pense que vous avez des belles pistes pour lire pas mal de trucs. Le truc sur le chef indien, ça, je le note, ça. Ça, je le note. Ça peut vraiment m'intéresser. Et je pense que j'irai voir. C'est le genre de truc où clairement il n'y a pas grand monde qui ira voir, tu vois, mais moi j'avoue que ça me titille, ce genre de choses. Je sais pas si tu le sais, mais c'est vrai que moi je suis vraiment depuis, alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des moments d'arrêt et tout, mais je suis vraiment un gros lecteur de Marvel, et un lecteur de Marvel, j'allais dire, qui essaye de se soigner, mais en fait... comment dire, on va dire que je sais pas si je suis rattrapé par le poids des années, si mes attentes évoluent, si le marché a vraiment terriblement changé, mais je me rends compte que drastiquement en fait, je m'éloigne de plus en plus en fait des sorties récentes. J'y trouve plus mon compte, j'ai l'impression qu'on ne s'adresse plus à moi. Et voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire en fait aux gens qui sont toujours et encore beaucoup plus assidus envers Marvel et DC pour les inciter un petit peu plus à aller voir, à donner leur chance à des produits indépendants? C'est à la fois c'est leur choix, donc il est respectable, et puis s'ils continuent à y aller, c'est qu'ils ont besoin de leur dose. Je mets ça Il y a de ça, hein. Ils sont aussi limités par les contraintes budgétaires. En fait, on n'a Ouais. pas un porte-monnaie ou un portefeuille extensible, ça je peux le concevoir. Ce que je regrette sans doute, mais moi, parce que c'est ma ligne éditoriale et puis ma manière de fonctionner, c'est peut-être parfois le manque de curiosité et puis le fait de vouloir rester dans une sorte de zone de confort, mais en lisant et en avalant un peu toujours la même chose, et sans aller jusque-là, mais j'ai un peu l'impression des fois que quand on lit à outrance du Marvel et du DC, on se retrouve à bouffer du fast-food tous les jours. Là, à côté, où on a de la restauration un peu plus recherchée, avec des créateurs qui sont là pour proposer des plats un peu plus sophistiqués, quoi, et qui vont amener autre chose, et dont on se rappellera, parce que sincèrement, à lire 4 ou 5 numéros de Batman ou de Spider-Man tous les mois, qu'est-ce qui va en rester à un moment donné, quoi, à part avoir une jolie collection bien complète qui va prendre beaucoup de place et surtout prendre la poussière. Je me dis, est-ce qu'on va se souvenir d'ici 2-3 ans de ce qu'on avait lu là, et finalement, en analysant un petit peu la chose, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment décroché depuis pas mal de temps des super-héros traditionnels, même si je continue à lire par goût du personnage d'Ardeville régulièrement, et un petit peu Hulk, mais par séquence, en fait. Mais je t'aime beaucoup, Thierry Mornay. Non, mais c'est le cas. Enfin, c'est pas un comics de super-héros, c'est un comics de monstres. Et ce que tu évoquais avec le bouquin de Barry Smith, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de la monstruosité. Et qu'est-ce que c'est que la monstruosité? C'est l'acceptation ou pas de la différence. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce qui m'a toujours intéressé dans le personnage de Hulk. D'accord? Tout à fait. Les gens, quand tu leur parles de Hulk, ils ont toujours en fait la vision de ce qui est proposé le plus généralement, c'est-à-dire le gros monstre Ouga Booga qui est en colère et qui fracasse tout. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment piqué sur le personnage, c'était ce qu'il y avait derrière, les traumatismes de Banner et ce genre de choses. C'était pour moi, c'est ça en fait qui était le plus important. Le plus important, c'est pas qu'il se mette en colère et qu'il détruise tout.
Ça, c'est la finalité graphique du truc. Ouais, malheureusement, c'est l'approche limitative qu'aujourd'hui donne Disney, qui saucissonne absolument tout en disant tiens, Spider-Man, tu dis ça jusqu'à ce que tu aies 5 ans, ensuite tu passes sur Avengers, ensuite tu passes sur ceci, sur cela. Ça n'a pas de sens en fait, et tous les personnages ont perdu leur substance finalement. Tout à fait. C'est un petit peu dommage. Mais après, on a toujours le choix. Hein. On a le choix de pas lire, hein. On a le choix de pas acheter, et puis on a le choix d'aller vers autre chose. Et moi, c'est le pari que je fais depuis maintenant presque 20 ans, c'est d'essayer de proposer des choses qui sont en marche, qui sont différentes et qui vont, voilà, qui vont pas être dans les chemins tout tracés par ces conglomérats du divertissement mondial que sont Disney et Warner, quoi. Il y a peut-être autre chose à côté. Donc le petit pas de côté, petit coup d'œil avec l'angle différent, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je recherche. Et puis voilà, maintenant, tu peux jamais forcer les gens, tu peux jamais forcer leur curiosité. C'est une démarche personnelle qui va venir à un moment donné. Mais ce que je crains, c'est que les gens se désintéressent, soient dégoûtés, effectivement, à force de lire du super-héros, puis à un moment donné, ils vont arrêter la BD tout court, quoi. Voilà. Alors qu'il y a des très très belles choses, des très belles émotions à vivre, et des auteurs extraordinaires à découvrir. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, je m'en rends compte alors, modestement, attention, mais quand on fait des vidéos, si je fais une vidéo avec l'intitulé qui est marqué Spider-Man, tu peux être à peu près certain que peu importe en fait ce que je vais dire dedans, peu importe le titre, nécessairement le nombre de vues va beaucoup plus augmenté. Si je fais demain en fait une même émission sur un comics indépendant, tu peux diviser par 2 ou par 3 en fait l'intérêt des gens. Sûr, ouais. Et ce que j'essaye de faire de temps en temps, en fait, je truque le truc, c'est-à-dire que je fais voilà, les coulisses. Je mets 2 comics en fait, un qui va attirer un peu plus les gens. Je vais mettre par exemple, on va parler aujourd'hui de Spider-Man, on va en parler 2 minutes, et puis on va parler aussi de ce récit indépendant. Et en fait, ça va être un peu plus ça le cœur de la vidéo, pour essayer de peut-être que l'approche et le fil rouge entre tout ça, ça reste les auteurs, quoi. Quand un auteur, je sais pas, comme Romita Junior, travaille ou retravaille aujourd'hui sur Spider-Man, ça peut permettre de faire un détour par Grey Area, qui avait été sorti il y a longtemps, par Kick-Ass, qui est, allez, ça se discute, mais une série indépendante, quoi. Ça ne l'est plus depuis que Millar a tout revendu à Netflix, mais c'est peut-être cette approche-là qui permet de voir ça. Mais pas évident que les gens soient intéressés. Enfin, tu sais, le transfert en fait du succès d'un auteur sur une série vers une autre, c'est pas du tout évident. Tout à fait. Même si je suis content des résultats commerciaux rencontrés sur Invincible, ça n'a rien à voir avec Walking Dead, et pourtant c'est le même scénariste. Bon. Voilà. Comme tu le disais, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Le transfert ne s'opère pas toujours. Voilà. Une dernière question, parce que c'est pareil, je ne sais même pas si tu as des enfants et ce genre de choses. Je suis en roue libre. Oui, j'ai des enfants et ils sont grands. Ouais. Et c'est une question, en fait, j'allais dire, je suis un jeune papa, un peu moins, de plus en plus, un peu moins. Il y a toujours, en fait, cette question, en fait, de savoir comment on peut, non pas pousser nos enfants, mais comment on peut essayer de leur donner envie, à un moment donné, de découvrir la lecture et ce genre de choses, et les bandes dessinées, et comment, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes parents, aux enfants, pour essayer de les inciter à bouquiner un peu des bandes dessinées, des comics, ce genre de choses? Mais là aussi, on ne peut pas forcer la main, on ne peut pas tordre le bras aux minots là-dessus, parce qu'ils évoluent dans un univers qui est beaucoup plus vaste que simplement la cellule familiale, pour commencer. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. En ce qui concerne mes enfants, il y a toujours eu de la bande dessinée et de la pop culture à la maison, par goût. Il y a toujours eu de la lecture aussi, beaucoup, parce qu'ils avaient la chance d'aller en vacances très fréquemment chez leurs grands-parents qui les nourrissaient de livres pour enfants, puis de lecture et de littérature. Ma femme lit aussi beaucoup, pas beaucoup de bande dessinée, c'est pas son truc, voilà, tout simplement. Donc il y a toujours eu en fait, ce brassage, la chance d'être au sein d'un brassage pop culturel. Il y a toujours eu des bouquins à disposition, et ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est
c'est mieux d'aller même si on n'a pas les moyens d'acheter des bouquins, parce que ça c'est clair, mais aller lire en bibliothèque ou en médiathèque, hein, c'est gratuit, quoi. C'est aussi tout l'avantage. C'est très très accessible, mais on n'y pense pas forcément souvent parce qu'on a une logique aujourd'hui de l'avoir plutôt que de l'être, et ça veut dire que on a envie d'avoir un bouquin, de le posséder, alors que bon, déjà le lire c'est bien. Bon, c'est une première chose. Pour répondre vraiment à ta question, il faut laisser traîner des choses qu'on pense être disponibles, mais pas aller leur dire tiens, regarde, je t'ai ramené ça, c'est pour toi. Parce que ça c'est blocage. Ça, je confirme, ça marche pas trop. Quasi immédiat, non, il faut laisser traîner un truc sur la table du salon quand on a un salon. Voilà, faut laisser les choses disponibles et accessibles. Peut-être regarder un petit peu quels sont leurs goûts, et dans ces conditions-là, ouais, amener des choses qui soient en relation avec ça. Bon, si on a un minot qui s'intéresse aux jeux vidéo, ben, il y a peut-être des adaptations de jeux vidéo qui vont les intéresser, ou pas. Mais après, c'est pas grave, hein, c'est des cultures extrêmement différentes. On n'a pas évolué, quelle que soit la personne que l'on est, dans des registres culturels. Moi, il n'y avait pas beaucoup de bouquins chez moi, il n'y avait pas de bande dessinée. C'est peut-être pour ça, en réaction, que j'y suis venu, quoi, chez mes parents. Ouais, il n'y a pas. Il y a pas vraiment de règles, et puis le monde il a tellement changé avec les réseaux sociaux et tout. Il y a des gens très bien qui ne lisent pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vrai que quand on aime les livres, il y a une notion après d'héritage, de transmission. Il y a une notion de transmission, et ouais, alors tu peux t'évoquer aussi tout à l'heure une autre partie de une autre casquette en fait, hein. J'ai créé et puis j'anime scénaristiquement un personnage qui s'appelle le Garde républicain, qui est un super-héros français. Et moi, ce qui m'intéresse à travers ce personnage-là, c'est en fait, c'est un personnage qui symbolise un certain nombre de valeurs, hein, qui sont celles de la tolérance, du vivre ensemble, de la liberté, l'égalité, de la fraternité. C'est ce qu'on a au fronton des mairies. Et voilà, animer un personnage comme ça, qui est un personnage avec des valeurs positives, c'est pas ringard, c'est juste des fois sympa de le rappeler. Et puis, quand tu fais partie des valeurs que toi-même tu essaies de défendre ou de montrer ou partager avec tes gosses, ouais, ça peut transparaître à travers ça, quoi. Donc j'étais super content quand mon minot a écrit mon minot qui a 26 ans, quoi, mais a écrit un scénario du Garde, ou quand ma fille qui en a 30 a fait une illustration du Garde. Voilà, tu te dis, bah tiens, ouais, on a réussi à faire passer un truc, ça les intéresse suffisamment pour qu'au moins ils s'y impliquent de cette manière-là. Et c'est vrai que les gens qui peuvent lire ces bouquins-là, si ça leur plaît, c'est bien, parce que tu te rends compte qu'il y a des fondements qui sont propres à des valeurs, hein, moi, qui me semblent fondamentales, celles du vivre ensemble et de la tolérance et du partage. Si on les passe dans les BD et que tu as des gens qui les partagent, c'est chouette. Thierry, c'était un plaisir. T'as vu, on a réussi à... Tu vois, je suis fier de moi, hein, d'habitude. On a réussi à condenser. C'est super, plaisir partagé, c'est chouette. Mais écoute, j'espère que ça donnera envie à pas mal de personnes d'aller découvrir des choses auxquelles ils ne pensent pas forcément. Et voilà, quoi. C'est l'objectif toujours. Si on fait ce métier-là, je parle d'un métier de passeur, mais c'est ça, c'est qu'on a envie de mettre entre les mains des gens des choses qu'on a appréciées à la lecture. On essaie de faire des beaux bouquins et qu'ils soient appréciés, et que les gens en parlent, et que voilà, que ça fleurisse un petit peu. C'était un plaisir, et puis je le répète, mais un honneur évidemment de t'avoir dans cette émission. Merci pour ta confiance, parce que c'est pas forcément je présume que c'est pas forcément évident en fait d'accepter des invitations, des trucs comme ça, et de dégager du temps pour ce genre de petits exercices. C'est très gratifiant, je vais pas te mentir, ça me fait très très plaisir. Et puis surtout, ça permet dans ce format d'émission que j'aime beaucoup en fait, voilà, tu vois, d'essayer d'avoir un éventail large. Des fois, j'ai juste des lecteurs, des youtubeurs, genre de choses, tu vois, et j'aime bien montrer qu'on a tous des parcours un petit peu différents, atypiques. Certains bossent dans cette industrie, d'autres sont simplement des lecteurs. Certains vont aimer ci, certains vont aimer ça, mais au final, quand tu grattes un peu, on est tous réunis autour d'une passion commune. On n'est peut-être pas des centaines de milliers à consommer des comics, mais c'est pas forcément grave. Ouais, ça se saurait. Ouais. Depuis le temps, ça se saurait. Mais c'est pas grave. On est quand même encore une belle bande, et on recrute quand même encore des lecteurs. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger
avec toi et avec tous les autres autour de cette passion commune. Okay. Un grand merci Thierry. Merci à toi, et puis salut aux lecteurs. Et à très bientôt. À plus. À plus, salut.